Bonjour à tous. Alors, en 7-8 minutes, il va être très difficile de faire le tour du monde arabe. On sera donc obligé, malheureusement, de rester dans un certain nombre de généralités et sur des, je dirais, des principes qu'il faudra expliquer afin de créer les conditions d'un échange qui, je l'espère, sera le plus constructif possible. D'abord, je tiens à souligner qu'il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont été dépensées depuis ces dernières années, depuis que ce qu'on a appelé ce printemps arabe s'est déclenché. Et beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'inquiétudes ont été exprimées, notamment face à la montée de l'islam politique dans tous ces pays-là. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur une chose. L'histoire des nations ne se résume pas à une actualité donnée. Et de mon point de vue, malgré le sang et les larmes qui ont coulé dans le monde arabe, ce qui s'est passé depuis 4 ans, en tout cas le dynamique qui s'est enclenchée, était inéluctable et par ailleurs salutaire. Pourquoi inéluctable? Parce que l'histoire du monde arabe a été figée par une succession d'événements qu'il nous est très facile de revisiter, puisque ces sociétés ont connu d'abord un premier cycle qui a été matérialisé par le colonialisme, et un deuxième cycle qui a été matérialisé par des dictateurs ou par des autocrates. Et ces deux événements historiques ont figé l'histoire de ces nations, que ce soit dans les pays du Maghreb, que ce soit dans les pays du Proche et Moyen-Orient. Par conséquent, la dynamique qui a été enclenchée et qui, à terme, inexorablement, donnera naissance à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, proche des valeurs universelles, ne doit pas être perturbé par un regard biaisé que nous risquons de porter sur les événements et qui pourrait nous faire dire qu'au final, comme je l'entends parfois, au risque de voir par exemple un pays comme la Libye tomber entre les mains des islamistes, il fallait mieux garder Kadhafi. Cette réflexion a été celle à la fois des grandes démocraties et de beaucoup de conseillers, des grands dirigeants de ce monde, qui ont longtemps pensé que après les dictateurs, ils risquaient d'avoir des mouvements islamistes, extrémistes, fascisants, etc. Et donc cette réalité qui me laisse dire souvent que finalement en Occident, on ne sait pas, quand il s'agit du monde arabe, en tout cas on ne sait compter que jusqu'à 2, un, les dictateurs, 2, les islamistes, et que finalement on nie l'existence d'une frange démocratique, c'est une pensée extrêmement dangereuse parce que justement c'est de cette pensée, ou nourrie par cette pensée, que des dictateurs ont accaparé le pouvoir et s'y sont maintenus, tout en gardant un minimum d'islamisme et tout en fabriquant eux-mêmes, en engendrant eux-mêmes cette idéologie nihiliste que nous connaissons aujourd'hui et qui, à juste titre, nous terrorise et nous interpelle. Par conséquent, en tant qu'observateur, je ne pouvais et je ne peux que me réjouir de ce qui est en train de se produire et de ce qui se produit depuis 4 ans, depuis 3 ans dans certains pays, depuis 2 ans dans d'autres, et toutes les dynamiques qui, je l'espère, s'enclencheront ailleurs. Même si, encore une fois, à très court terme, il y a des interrogations qui peuvent être effectivement posées sur notamment la percée de l'islamisme, de l'islam politique dans certains pays, voire de la percée des mouvements terroristes dans d'autres comme la Libye. Sauf que si on ne laissait pas ce mouvement continuer sa route, et si en raison de nos égoïsmes immédiats, on se dirait qu'en définitive il vaudrait mieux avoir Ben Ali en Tunisie qu'Al-Nahda,
où il vaudrait mieux avoir Kadhafi que les cellules terroristes, on risquerait de compromettre non pas le présent, mais l'avenir. Parce que les deux, c'est-à-dire les dictateurs d'un côté et les islamistes de l'autre, se sont toujours nourris mutuellement. Ça, c'est un premier aspect que je voulais aborder, parce que justement, depuis quelques temps, je vois, comme j'entends, comme des regrets exprimés, notamment par une partie, enfin parfois par des chapelles politiques, d'autres fois par des commentateurs, ou par même des journalistes, par des observateurs du monde arabe. La deuxième chose concerne finalement ce fameux mouvement islamiste. C'est une réalité qu'il serait malhonnête de nier. L'islamisme est une réalité, est un fléau qui gangrène l'ensemble du monde arabe et l'ensemble du monde arabe, c'est entre guillemets tout ce qu'on a appelé cette sphère arabo-musulmane, qui le gangrène et qui, je dirais aujourd'hui, est une idéologie disponible et à la portée de tout un chacun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les phénomènes de conversion que nous observons montrent que c'est une idéologie qui plaît, qui attire, y compris des gens qui ne sont pas issus de cette culture. Donc la réflexion à mener, c'est pourquoi cette idéologie totalitaire, fasciste, peut avoir l'attrait qu'elle a aujourd'hui, y compris chez des populations qui, culturellement, n'étaient pas prédisposées à accepter, je dirais, cette idéologie. Alors, évidemment, je ne pourrais pas, encore une fois, résumer ou donner des réponses en 3 ou 4 minutes. Mais j'essaye, comme vous le voyez, d'ouvrir des pistes de réflexion, des pistes de dialogue. La troisième chose, c'est, je sais qu'ici c'est une question qui interpelle de manière légitime, c'est l'antisémitisme qui croît dans ces pays et qui croît par prolongement en France, dans certaines couches, dans certains milieux. Moi, je l'ai toujours dit, et de manière assumée et ouverte, même si, comme feu Abdelwahab Medeb, cela peut effectivement nous attirer les foudres de certains, mais je le dis d'autant plus calmement, et ici sous, je dirais, le regard de l'historien, mon ami Benjamin Stora, je pense qu'il ne me contredira pas, c'est qu'il faut garder à l'esprit, et le dire non pas avec des outils des politiques d'extrême droite, mais le dire avec des outils de républicains et de démocrates. L'observation froide et lucide nous amène à dire la chose suivante, c'est que le monde musulman a été abreuvé par 14 siècles de judéophobie, de préjugés judéophobes, par un siècle d'endoctrinement islamiste et par 60 ans de propagande dite antisioniste. Le résultat, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez ancré dans les mentalités, y compris dans l'islamisme, un rejet du juif qui est quasi culturel. Je ne veux pas généraliser, mais c'est une réalité. C'est une réalité contre laquelle il faut se battre en déconstruisant à la fois et les préjugés et le discours politique et le discours idéologique. Donc c'est un vaste chantier qu'il faut mener lorsqu'on est musulman, c'est un vaste chantier qu'il faut entamer lorsqu'on n'est pas musulman, c'est un vaste chantier qu'il faut mener lorsqu'on est démocrate, c'est un vaste chantier à entamer lorsqu'on est républicain, c'est un vaste chantier qu'il faut entamer et encourager dans le monde arabe, et c'est un vaste chantier qu'il faut encourager aussi en Europe. Donc l'ensemble doit être encouragé, mais tout en gardant à l'esprit que toute réponse qui ne serait pas puisée dans des valeurs démocratiques et dans des valeurs universelles, et dans le cas de la France, dans des valeurs républicaines, est vouée à l'échec. Et toute réponse qui serait puisée dans quelque chose de rance, dans quelque chose de putride, dans quelque chose de xénophobe, au lieu d'affaiblir ceux qu'on dit combattre, va au contraire les alimenter et les renforcer. Voilà en gros, en guise d'introduction, ce que j'avais à dire.